Je rentrais du travail, comme toujours. Le corps épuisé, les pieds gonflés dans des chaussures bon marché, qui me protégeaient à peine du froid. Mon sac pendait à l'épaule droite, alourdi par les courses que j'avais pu m'offrir ce jour-là. Un peu de riz, un demi-kilo de pommes de terre, 3 œufs, 1 litre de lait et du pain rassis, déjà dur sur l'étagère du supermarché. J'avais quitté la blanchisserie tôt, mais pas moins de fatiguée pour autant. Ce jour-là, j'avais dû repasser seule plus de 100 chemises, plier des draps pendant des heures, me réchauffer les mains à l'eau chaude, car l'hiver commençait à s'infiltrer entre les murs humides de l'atelier. Chaque jour était semblable, chaque nuit plus épuisante, mais je continuais, toujours. Pour eux, toujours pour eux. Le trajet jusqu'à chez moi était court, quelques rues à peine, que je parcourais tête baissée, le regard fixé sur le sol. Parfois, je saluais le concierge si je le croisais. D'autres fois, je n'avais même pas la force de lever la main. Je montais les 2 étages lentement, comme si je portais des années sur mes épaules plutôt que des sacs. Le dos me faisait mal, la vie me faisait mal. Arrivé à la porte, j'insérais la clé, comme toujours, mais cette nuit-là, la clé ne tourna pas. Je la retirais, essayais encore, rien. Je forçais un peu, tournais, poussais, frappais doucement, et alors je compris. On avait changé la serrure. Je restais figée, glacée, ne sachant si crier, pleurer ou frapper plus fort. Je m'approchai de la porte et toquai avec les phalanges, timidement d'abord, avec une pointe de honte. J'attendis. Personne ne répondit. Je toquai encore, plus fort. Je jetai un œil par la fenêtre du couloir, cherchant un signe de leur présence à l'intérieur. Des lumières allumées, une odeur de nourriture fraîchement préparée, le rire de ma petite fille. Tout semblait inchangé là-dedans, sauf ma place. Je frappai à nouveau, plus fort. J'entendis des pas. Une ombre bougea derrière le rideau. C'était elle, ma fille, ma petite, celle que j'avais veillée lors de ses fièvres. Nourrie à la cuillère quand elle était faible, habillée avec le peu que j'avais quand l'argent manquait pour les fournitures scolaires. Elle apparut à la fenêtre du salon, entr'ouvrant à peine. Elle me dit que je ne pouvais pas entrer, que son mari avait changé la serrure pour éviter les disputes, qu'il n'y avait pas de place pour moi, que c'était mieux ainsi pour éviter les problèmes. Elle parlait d'une voix éteinte, sans me regarder dans les yeux, comme si j'étais une voisine importune, comme si elle ne me connaissait pas, comme si je n'étais pas sa mère. Je voulus lui dire que je voulais seulement me reposer, que mes pieds n'en pouvaient plus, que je n'avais nulle part où aller. Mais les mots ne sortirent pas. Je serrai les sacs, mes doigts gelés, et sentis mes yeux brûler. Je descendis les marches sans bruit, car même pleurer semblait un acte de honte. Une fois dans la rue, le vent me gifla le visage. La ville continuait son cours, indifférente, avec ses voitures qui passaient, ses passants pressés, ses lumières artificielles masquant la nuit. J'étais seule, vraiment seule, sans un sou en poche, car 3 jours plus tôt, j'avais donné tout mon argent à ma fille. Elle m'avait demandé de l'aide pour acheter des vêtements pour les enfants. Elle disait toujours que l'argent m'était moins utile qu'à eux. J'acceptais, toujours. Je pensais à appeler mon fils. Peut-être lui, peut-être... Je marchais vers l'arrêt de bus le plus proche. Je savais qu'il vivait avec sa compagne dans l'appartement de ma mère, à Rouen. Je ne l'aimais pas beaucoup, mais je me dis qu'il me laisserait au moins passer la nuit. Une nuit. Juste une. J'attendis 15 minutes jusqu'à ce que le bus passe. Le chauffeur me lança un regard en coin quand je montais, comme s'il soupçonnait que je n'avais pas de ticket. Je n'en avais pas, mais je m'assis quand même, feignant de dormir. Personne ne me dit rien. En descendant, je parcourus les derniers mètres, les jambes tremblantes. Ce n'était pas le froid, c'était la honte. Je frappai à la porte de l'appartement, comme avant. Pas de réponse d'abord. Je toquai plus fort. La lumière du couloir s'alluma enfin. Il ouvrit. Mon fils, mon petit, celui qui m'enlaçait les jambes enfants, disant que j'étais son monde. Il me regarda, perplexe, et demanda ce que je faisais là à cette heure. Je lui racontai ce qui s'était passé,
que j'avais juste besoin de dormir une nuit sur le canapé. Il me dit que ce n'était pas possible, que l'appartement était petit, que sa compagne se sentait mal à l'aise avec ma présence, qu'il ne voulait pas de conflit, si je pouvais comprendre, si je pouvais trouver une autre solution. Une autre solution comme si j'en avais une liste. Je restais là, silencieuse. Il me dit qu'il était désolé, puis ferma la porte doucement. J'étais reconnaissante qu'il n'ait pas claqué la porte. Je repris ma marche, sans but, les sacs toujours en main, bien que les œufs s'étaient cassés au fond et que le pain était écrasé. Je passai par la place du quartier, où un banc de bois trônait sous un arbre sec. Je m'assis. Il était tard, il faisait froid. L'air coupait la peau, mes muscles brûlaient d'effort. J'appuyais ma tête contre le dossier et fermais les yeux. Je pensais à ma vie, à tout ce que j'avais fait. À 18 ans, j'avais eu un fils, un bébé magnifique que je n'avais pas pu élever. Pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je n'avais rien. Ni toit, ni soutien, ni force. Nous vivions dans la misère, à Marseille. Ma mère m'avait forcé à le donner en adoption. J'avais pleuré des mois entiers. Je rêvais de lui la nuit, lui parlais à voix basse en nettoyant des maisons. Je me demandais s'il me pardonnerait d'un jour. Puis, à 25 ans, je m'étais mariée. Nous avions eu 2 autres enfants. Tout semblait s'améliorer. Mais leur père était parti, amoureux d'une autre, nous laissant sans pension, sans aide, sans explication. Depuis, je m'étais brisé le dos à travailler jour et nuit. Chaque centime gagné était pour leur éducation, leurs vêtements, leur nourriture. Rien n'était pour moi. Je n'avais jamais vécu pour moi. Et maintenant, je n'avais nulle part où aller. Je m'installais comme je pus. Je sentais les os contre le banc, le vent sur mes chevilles, la peur au ventre. Je fermais les yeux, vaincue, non par la fatigue, mais par la douleur, la solitude, la trahison. Je m'endormis ainsi, dans la rue, seule, sans savoir que le lendemain, ma vie changerait à jamais. Le soleil du matin me réveilla doucement, comme s'il ne voulait pas me blesser. J'ouvris les yeux peu à peu, désorientée par l'endroit où j'étais. Mon corps me faisait mal partout. Je sentais le froid dans mes os, une humidité collante sur mes vêtements, une raideur dans la nuque qui m'empêchait de bouger librement. Le banc était toujours là, aussi dur, aussi étranger. Quelques pigeons picoraient près de mes pieds, attendant que je leur jette quelque chose, mais je n'avais rien à donner, ni pain, ni chaleur, ni mots. Je me redressais lentement, les sacs à mes côtés. Le carton de lait s'était percé, trempant tout. Le riz s'était éparpillé à l'intérieur. J'avais faim, mais plus encore, j'avais honte. Je me secouais comme je pus, arrangeant mes cheveux avec les mains, essayant de ressembler à une personne et non à une ombre. Je ne savais pas s'il était 6 ou 8 heures. Tout ce que je savais, c'était que personne ne m'attendait, qu'aucun café ne m'offrirait un petit déjeuner gratuit et qu'il fallait que je bouge avant que quelqu'un n'appelle la police en voyant une femme dormir sur un banc. Je repensais à mon fils. Peut-être était-ce la fatigue, l'heure, la tension de la veille. Peut-être que si je l'appelais encore, si je lui expliquais bien, si je lui rappelais que j'étais sa mère, que je lui avais donné la vie, que je l'avais élevé seule, que j'avais toujours été là. Je me levais, cherchais une boutique où recharger mon portable avec les dernières pièces qu'il me restait. J'entrais dans une petite épicerie de quartier, où flottait une odeur de lessive et de pain rassis. Le caissier me toisa de haut en bas, comme s'il sentait la nuit que j'avais passée. Je demandai une recharge minimale. Il me la fit sans un mot. À peine sorti, je composais son numéro. Mes mains tremblaient. Il répondit au 3e bip, la voix endormie, un peu agacée. Je lui dis que c'était moi, sa mère, que j'avais passé la nuit dehors, que j'avais besoin de son aide, juste d'un jour, d'une douche, d'un canapé. Il y eut un silence. Puis il me dit que ce n'était pas le bon moment, que sa compagne n'était pas à l'aise avec ma présence, que la situation était délicate, qu'il n'y avait pas d'espace, qu'il ne voulait pas discuter, qu'il espérait que je comprenne. Je ne comprenais rien, sauf que je n'avais nulle part où aller.
Je lui demandai s'il pouvait me prêter de l'argent pour une auberge. Il répondit qu'il n'avait pas de liquide, qu'il était désolé, que ça lui faisait mal, mais qu'il ne pouvait rien faire. Il me dit au revoir d'une voix basse et raccrocha. Je ne pleurais pas, je n'avais plus de larmes. C'était un vide sec qui pesait dans ma poitrine. Je pensais à marcher jusqu'à la maison d'une vieille amie, mais nous n'avions pas parlé depuis des années. Les amitiés, quand on touche le fond, deviennent des fantômes. Tout le monde a ses propres problèmes, ses enfants, ses vies, ses urgences. Et moi, j'étais désormais une gêne, un fardeau, une vieille femme sans but. Je marchais sans direction, traversant des rues familières qui, ce matin-là, semblaient étrangères. Je passais devant l'école où j'emmenais mes enfants quand ils étaient petits. Je revis leurs courses, sac au dos, leurs regards depuis la grille quand ils pleuraient les premiers jours. Je passais devant l'hôpital où ils étaient nés, où je les avais serrés contre moi pour la première fois, où j'avais juré de ne jamais les abandonner. Et maintenant, seul, c'était moi. Je trouvai un banc sur une autre place. Je m'assis sous un arbre sans feuilles, le dos raidé, l'âme lasse. Je pensais à mes erreurs, aux années passées, à nettoyer des maisons d'autrui, à cuisiner pour d'autres, à plier des vêtements qui n'étaient pas les miens, à encaisser les mépris, à sacrifier santé, temps et rêve. Tout pour eux. Et maintenant, il n'y avait pas un coin pour moi nulle part. Je me serrais dans mes bras, tentant de somnoler, bien que la lumière du jour me frappât avec indifférence. Les bruits de la ville étaient lointains, comme si le monde avait décidé que je n'en faisais plus partie. Soudain, une femme s'approcha. Je crus qu'elle allait me chasser. Elle me demanda si j'allais bien. Je répondis que oui, que j'attendais quelqu'un, m'entend avec un sourire crispé. Elle partit. Je restai immobile, comme une pierre, les chez repassèrent. Mon estomac grognait, mon corps réclamait repos, nourriture, réconfort. Personne ne me regardait, personne ne me parlait. Alors que le soleil commençait à décliner, j'étais sur le point de m'endormir quand une voix, douce mais ferme, m'appela par mon nom. Quelqu'un le prononça avec assurance. J'ouvris les yeux. Devant moi se tenait un homme bien vêtu, en costume sombre, avec un long manteau et un attaché-case. Il me regardait avec une étrange douceur, mêlée de certitude. Il me dit qu'il me cherchait, qu'il avait quelque chose d'important à me dire, que je n'avais pas à avoir peur, je ne comprenais rien. Il me tendit la main, me demanda de l'accompagner, assurant qu'il ne me ferait aucun mal, que quelqu'un s'était inquiété pour moi. Je me levai, hésitante, faible, mais je ne ressentis aucune menace, juste une calme soudaine. Je montai dans la voiture noire qui l'attendait au coin de la rue. Les sièges étaient chauds, doux, impeccables. Ça sentait le cuir et un parfum coûteux. Je ne posais pas de questions. Je n'avais pas la force. Je m'adossai au siège et fermai les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, j'eus l'impression que quelqu'un prenait soin de moi, sans savoir pourquoi, sans rien comprendre. Quand je me réveillai, j'étais dans un hôtel de luxe. Je ne le savais pas encore, mais ma vie était sur le point de devenir méconnaissable. Le plafond était orné de moulures dorées. Le papier peint, d'un beige immaculé, était lisse, sans tache, sans trace d'humidité, sans empreinte. Les rideaux, épais, encadraient une immense fenêtre par laquelle filtrait une lumière douce. Une moquette moelleuse caressait mes pieds, et le lit, blanc, parfait, était couvert de draps épais et d'oreillers moelleux. Je me réveillais dans cette chambre, sans savoir comment ni pourquoi. J'eus peur. Je crus rêver, ou peut-être être morte, mais la douleur de mon corps, intacte depuis la veille, me ramena à la réalité. Je tentais de me redresser, mes vêtements avaient changé. Je portais un pyjama propre. À côté du lit, une robe de chambre pliée et des chaussons neufs m'attendaient. Tout était à ma taille. Cela m'effraya davantage. Je ne comprenais pas comment j'étais arrivée là, qui m'avait habillée, ni quel était cet endroit. Je touchais mon visage, mon cou, mes bras. Tout était en place. Rien ne me faisait mal, hormis la fatigue. Mais quelque chose clochait. Ça ne sentait ni l'hôpital, ni un refuge, ni rien de familier. Ça sentait le propre, le neuf, le cher. Je me levai doucement, craignant de toucher quoi que ce soit et de le casser.
Je ne voulais pas qu'on me facture quelque chose. Je ne savais pas si j'étais là par erreur, si l'on m'avait confondu avec quelqu'un, si c'était une plaisanterie cruelle. Je m'approchais du miroir de la salle de bain et me regardais. J'avais l'air différente. Le visage lavé, les cheveux coiffés, les cernes moins marquées. Ce n'était pas de la beauté, c'était de la dignité, celle que j'avais oubliée. Sur la table près du lit, une théière fumante, du pain grillé, des fruits frais et un petit vase de fleurs m'attendaient. Ce n'était pas un refuge, pas une charité banale. Ce n'était pas le traitement réservé à une femme ramassée sur un banc. Quelqu'un m'avait amené ici. Quelqu'un qui connaissait mon nom, ma taille, mes goûts. Quelqu'un qui voulait que je sois à l'aise. Mais qui ? Je m'assis sur le lit, n'osant pas encore toucher la nourriture. J'attendis. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. Pas fort, avec respect. La porte s'ouvrit lentement. Une jeune femme en uniforme d'hôtel entra, une chemise à la main. Elle me sourit comme si nous nous connaissions depuis toujours. Elle me demanda si j'avais besoin de quelque chose. Je répondis que non, que je voulais juste comprendre ce qui se passait. Elle me dit de me... Elle confirma, précisant que c'était l'un des plus prestigieux de Bordeaux, que j'y étais par invitation. Je demandai qui payait. Elle sourit encore et me dit que cela aussi, on me l'expliquerait bientôt. Je n'insistai pas. J'eus l'impression de pouvoir lui faire confiance. Elle me servit une tasse de thé, me tendit une serviette propre, me suggéra de prendre une douche si je le souhaitais, tout était prêt pour moi. Puis elle partit. J'entrai dans la salle de bain, me déshabillai maladroitement. Le eau chaude coula sur mon corps comme un cadeau. J'eus l'impression de respirer à nouveau. Je fermai les yeux et pleurais en silence, tandis que la vapeur emplissait la pièce. Ce n'était pas de la tristesse, c'était plus profond. Du soulagement, de l'incompréhension, et la sensation, pour la première fois depuis longtemps, que quelqu'un prenait soin de moi. Je m'habillai avec les vêtements laissés pour moi, simples mais de qualité, neufs. Je m'assis sur le lit, pris une tranche de pain et la mangeai lentement, comme un mets rare. Ça l'était, car je ne l'avais ni préparé, ni mendié, ni ramassé. C'était fait pour moi. Un peu plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Un homme grand, en costume sombre, au regard calme, entra. Il se présenta par son nom et prénom, que je ne retins pas sur le moment. Il m'expliqua qu'il travaillait pour quelqu'un qui me cherchait, que cette personne avait appris ma situation et avait demandé qu'on m'amène ici, que je n'avais pas à m'inquiéter de l'argent, ni des jours à venir, que j'étais en sécurité. Je lui demandai qui était cette personne. Il répondit qu'elle viendrait me voir en personne, bientôt. Je ne sus que dire. Je n'avais aucune idée de qui pouvait faire cela pour moi. Je n'avais personne. Personne ne me devait rien. Pourtant, j'étais là, enveloppée de couvertures douces, avec de la nourriture chaude et un inconnu me disant que quelqu'un veillait sur moi. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je m'assis près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville, me demandant si tout cela était réel. Je repensais au banc, à la pluie, au froid. Je me demandais comment une vie pouvait basculer ainsi en quelques heures. Mais je ne voulais pas trop y penser. Je ne voulais pas briser la magie. Je voulais juste être là, même pour un court instant, même si c'était emprunté. Pour la première fois depuis des années, je me sentis protégée. Et sans encore le comprendre, je commençais à sentir que je n'étais pas seule. Le jour se leva avec une lumière différente. Ce n'était pas l'aube triste d'une ville qui me tournait le dos, ni la clarté annonçant une nouvelle journée de travail mal payée, ni le reflet pâle d'un plafond humide chez autrui. C'était une lumière dorée, chaude, qui entrait élégamment par les hautes fenêtres de cette chambre où je me réveillais comme si j'y avais ma place. Le silence du lieu était pur, non vide. Pour la première fois depuis longtemps, mon corps ne me faisait pas mal au réveil. Je m'assis sur le lit sans hâte. Le plancher sous mes chaussons semblait fraîchement ciré. L'air sentait le jasmin et quelque chose de doux que je ne pus identifier. Sur la table de chevet, un plateau m'attendait. Œufs brouillés, peine artisanale, fruits découpés avec soin, une théière en porcelaine, de la crème, du miel, du beurre. On ne m'avait jamais servi ainsi, et pourtant, tout était là. Comme si je le méritais. Comme si cela avait toujours été ainsi. Je pris mon petit déjeuner en silence, mâchant lentement, comme pour prolonger l'instant.
Puis je m'habillai avec les vêtements laissés pour moi, une blouse blanche, un pantalon gris, doux, bien plié. Pas d'étiquette. C'était comme si l'on me connaissait, comme si l'on savait ce que j'aimais, ce qui me convenait, ce qui me mettait à l'aise. Je me coiffais devant le miroir avec une lenteur oubliée. Je prenais mon temps, car pour la première fois, j'en avais. Vers midi, la même femme qui m'avait accueillie la veille revint. Elle me salua avec un sourire et me demanda de la suivre. Je ne posais pas de questions. Je n'avais pas de mots qui ne risquèrent de rompre l'enchantement. Je longeai un couloir moquetté jusqu'à une double porte. Quelqu'un m'attendait, je le sentis avant d'entrer. J'entrai, le salon était vaste, avec d'immenses baies vitrées. Un homme jeune, d'une trentaine d'années, se tenait debout, regardant au dehors. Il portait un costume élégant, discret, choisi pour le goût plus que pour l'ostentation. Sa posture était assurée, solide. Il ne dit rien d'abord. Je m'approchai lentement. Il se tourna et me regarda. Son visage avait des traits vaguement familiers. Ses yeux sombres me traversèrent comme une bourrasque. Je n'eus pas peur, juste une sensation ancienne, endormie, qui s'éveillait en moi. Il m'appela par mon nom complet, pas le diminutif que mes enfants utilisaient, pas le surnom. Il dit qu'il savait qui j'étais, qu'il avait mis des années à me retrouver, que cela avait été difficile, qu'il avait dû fouiller des archives, des registres anciens, des histoires à demi contées. Et puis il le dit. Il me dit qu'il était mon fils, celui que j'avais eu à 18 ans, celui que j'avais donné en adoption parce que je n'avais rien, ni où vivre, ni comment nourrir un bébé, celui que j'avais pleuré pendant des mois, celui que j'imaginais à chaque anniversaire, à chaque Noël, celui que je rêvais de voir un jour me pardonner. Il était là, devant moi, vivant. Magnifique, accompli. Mon fils. Je restais immobile, incapable de parler. Les mots ne venaient pas. Je couvris ma bouche d'une main. Il fit un pas vers moi. Il me dit qu'il savait pourquoi je l'avais donné, qu'il ne venait pas pour réclamer quoi que ce soit, juste pour me rencontrer. Il avait retrouvé son père biologique quelques mois plus tôt, mais cet homme était brisé, noyé dans l'alcool et la tristesse, incapable de l'aimer. En comprenant cela, il avait voulu me chercher, savoir si j'étais vivante, si j'allais bien. Et je n'allais pas bien. Il m'avait trouvée endormie sur un banc, dans un parc. Il dit qu'il n'avait pas supporté cette image, qu'en apprenant ce qui m'était arrivé, il avait envoyé son assistant me chercher immédiatement, qu'il m'avait fait amener dans cet hôtel parce qu'il ne pouvait pas m'imaginer seule dans la rue, que peu importait le passé, maintenant il était là. Je ne pus me retenir. Je pleurais, comme je n'avais pas pleuré depuis ma jeunesse. Je couvris mon visage de mes mains. Peu m'importait qu'il me voie. Plus rien ne comptait. Je pleurais. Des larmes anciennes, lourdes, coulaient de tous les recoins de mon être. Il me dit que je n'avais pas à demander pardon, mais je le fis quand même pour l'avoir laissé, pour ne pas l'avoir cherché, pour n'avoir pas su résister, pour avoir eu peur, pour n'avoir pas été meilleur. Il prit mes mains, me dit qu'il comprenait, qu'à 18 ans, on ne sait rien. Il avait lu sur moi, enquêté sur ma vie. Il savait comment j'avais élevé mes autres enfants seuls, que leur père m'avait abandonné, que j'avais travaillé sans relâche, qu'il ne me restait rien. Il dit qu'il n'était pas là pour me juger, mais pour me voir, pour m'enlacer. Et il le fit. Il m'enlaça. Son corps était fort, grand, mais il me tenait comme si j'étais fragile. Dans cette étreinte, je sentis une blessure se refermer, une blessure ouverte depuis 20 ans, qui me faisait mal en silence à chaque cri de bébé, à chaque rire d'enfant dans un parc, à chaque vie imaginée qui n'avait pas été. Nous étions là, mère et fils, perdus et retrouvés, deux étrangers liés par le même sang, le même commencement, la même douleur. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que le monde n'était pas aussi cruel que je le pensais. Après l'étreinte, nous nous assîmes face à face, dans un coin du salon où le soleil caressait doucement les meubles en bois clair. Il commanda 2 cafés, d'un geste discret, sans élever la voix. Tout dans cet endroit fonctionnait d'une manière que je ne comprenais pas.
J'avais l'impression d'être hors du temps, comme si j'avais franchi une porte invisible vers une autre vie. Et lui, mon fils, était le pont entre ces deux mondes, celui que j'avais vécu et celui que je n'avais jamais cru possible. Il me dit qu'il s'appelait Alexis. Un nom fort, élégant, différent de celui que je lui avais donné, en secret quand je le portais. Je ne l'avais jamais dit à personne, mais dans mon cœur, je l'appelais Michel, comme mon grand-père. Pendant des mois après l'adoption, je rêvais de lui avec ce nom, ses yeux, ce sourire inventé. Et maintenant, face à moi, il y avait un homme réel, avec une vie propre, une histoire que je ne connaissais pas, un nom différent, mais un regard que je reconnus sans effort. C'était mon fils, même si je ne l'avais pas élevé. Il était à moi, malgré le temps qui nous avait séparés. Il me raconta son histoire avec patience, comme s'il savait que j'avais besoin de chaque détail pour recomposer ce que j'avais perdu. Il avait grandi dans une bonne famille, une enfance stable, paisible, mais il avait toujours su qu'il était adopté. On ne lui avait jamais menti. On lui avait parlé de moi comme d'une jeune femme qui avait fait de son mieux, qui n'avait pas eu le choix. Mais au fond, il ressentait un vide, une curiosité, un besoin de savoir. À 20 ans, il avait commencé à me chercher. Il avait d'abord retrouvé son père biologique, dans une petite ville, dans un état lamentable. Un homme brisé, alcoolique, sans maison ni but. Il avait essayé de parler avec lui, de comprendre, mais il n'y avait pas de lien. La seule chose qu'il en avait tirée, c'était que son père m'avait laissée seule, enceinte, sans soutien. Alors, il avait voulu en savoir plus sur moi. La recherche fut... Une tante adoptive lui donna une piste. Une vieille adresse, un document, un nom de famille sur un formulaire oublié. Il m'avait traqué comme on reconstitue une vie en ruine, pièce par pièce. Il apprit que je m'étais mariée, que j'avais eu 2 autres enfants, que mon mari m'avait abandonnée, que j'avais travaillé des décennies à nettoyer des maisons, laver du linge, garder des enfants qui n'étaient pas les miens. Il me dit qu'au début, il hésitait à me contacter, craignant ce qu'il découvrirait, craignant que je ne me souvienne pas de lui, que je le rejette. Mais quand il sut que je vivais dans la précarité, que j'avais tout donné pour mes 2 autres enfants, que je travaillais encore à mon âge, que je n'avais rien à moi, quelque chose se brisa en lui. Il me dit que ce n'était pas de la pitié, mais quelque chose de plus profond, de la gratitude. Il voulait me rencontrer, oui, mais aussi me protéger. Il me raconta qu'il avait construit sa vie très jeune, qu'il s'était intéressé aux affaires, qu'il avait travaillé dur, commencé modestement. Il avait eu de la chance, du talent, de l'instinct. Il avait lancé une petite entreprise de services informatiques, puis investi dans la technologie et s'était développé. Il avait des associés, des bureaux dans plusieurs villes. Il vivait bien, sans ostentation. Il aimait la discrétion, mais quand il m'avait vu endormi sur un banc, il sut qu'il devait agir, qu'il ne pouvait pas me laisser là, que même si nous n'avions pas partagé les premières années, nous étions mère et fils, et que ce lien était indestructible. Je l'écoutais en silence, retenant mes larmes. Je ressentais un mélange de fierté, de honte, de soulagement et de douleur. J'avais du mal à le regarder dans les yeux. Lui si soigné, si assuré, si plein de vie, et moi, brisé, vieilli, vide. Mais il ne me traitait pas avec pitié. Il me traitait avec respect. Il me parlait comme si j'avais de la valeur, comme si j'avais encore quelque chose à offrir. Il me demanda comment tout s'était passé depuis que je l'avais laissé. Pour la première fois depuis des années, je racontais mon histoire sans rien omettre. Je lui parlais de la pauvreté, de la peur, de l'accouchement seul dans un hôpital froid, des pleurs quand on me l'avait pris. Je lui dis qu'on m'avait interdit de le revoir, que j'avais déménagé pour ne plus arpenter les rues que nous avions partagées les premiers jours. Je lui racontais le travail, les maris qui partaient, les journées interminables, les anniversaires passés seuls. Je lui dis comment j'avais élevé ses frères et sœurs, comment j'avais tout donné, comment ma vie était devenue une chaîne de sacrifices, et comment, malgré tout, j'avais fini dans la rue. Comment ma fille m'avait chassée, comment mon fils
ne m'avait pas ouvert sa porte. Je lui dis que je n'avais pas de rancune, mais que je n'avais plus de force. Je confessai que la veille, j'avais pensé que je ne devrais peut-être pas me réveiller. Il me répondit, d'une voix calme, qu'il ne permettrait pas que je retourne là-bas, que je n'avais plus à mendier l'affection, qu'il était avec moi, qu'il n'était pas arrivé trop tard, que nous avions encore du temps. Dans ce salon élégant, digne d'un film, je compris que la vie m'offrait une seconde chance. Pas comme mère, pas comme protectrice, mais comme personne, comme femme, comme quelqu'un qui méritait plus que survivre. Mon fils ne me le disait pas avec de grands discours, mais avec sa présence, avec ce café partagé, avec sa façon de me regarder sans juger, avec le silence qu'il laissait pour me permettre de respirer. Il me rendait quelque chose que j'avais perdu depuis des décennies, le droit d'être aimé. Nous ne quittâmes pas le salon cet après-midi-là. Il n'y avait pas besoin, c'était comme si le temps s'avait ralenti pour nous. Les fenêtres restaient ouvertes, laissant entrer le murmure étouffé de la ville, mais sans nous interrompre. Ce n'étaient pas des heures pour parler vite ou regarder l'horloge. C'était des heures pour se raconter ce que nous n'avions jamais pu. Il me demanda de lui parler de ma vie, du quotidien, de ce qui ne figurait pas dans les documents ou les recherches. Il ne voulait pas seulement les faits, il voulait savoir ce que j'avais ressenti. Comment c'était de me lever seule à 5 heures du matin, de vivre avec l'angoisse de ne pas boucler les fins de mois, de préparer 3 repas par jour avec à peine de quoi acheter. Comment c'était de payer les fournitures scolaires alors que l'électricité n'était pas réglée, de ravaler ma douleur quand mes enfants me regardaient avec déception, d'être une mère seule et pire, une femme seule. Je lui racontais comment je dormais 4 heures par nuit pendant des années, comment je faisais 2 emplois saisonniers, comment je n'avais pas acheté de manteau neuf pendant 5 ans. Je lui parlais de ce que personne n'avait voulu entendre. Les fois où je me taisais pour ne pas inquiéter, les fois où je ravalais un cri pour ne pas effrayer, les fois où j'avais peur de tomber malade parce que je n'avais pas le luxe de m'arrêter. Et comment, à la fin, mes enfants s'étaient éloignés, habitués à me voir forte, pensant que je n'avais besoin ni de soins, ni d'espace, ni de tendresse. Il m'écouta, non avec une compassion larmoyante, mais avec respect, une vraie attention. Il n'interrompait pas, ne me corrigeait pas, ne cherchait pas à justifier qui que ce soit. Il voulait juste savoir, et je ne réalisais combien j'avais besoin de parler qu'en cet instant. Quand j'eus fini, ce fut son tour. Il me raconta qu'à 16 ans, il savait qu'il ne voulait pas travailler pour d'autres. Il vendait des objets technologiques sur Internet, réparait des téléphones, apprenait la comptabilité seul, faute de pouvoir payer un cours. Il passait des heures à étudier, ne sortait pas comme les autres, n'avait pas de parents exigeants, mais quelque chose en lui le poussait toujours. Une force qu'il ne s'expliquait pas, qu'il comprendrait plus tard comme une forme de survie. À 24 ans, il avait créé sa première entreprise, légalement constituée, petite, avec des peurs, des dettes. Il avait travaillé sans relâche, connu des nuits blanches, des réunions désastreuses, des pertes douloureuses, mais il avait appris. Il avait appris à négocier, à former des équipes, à lire les gens. Il avait du flair. Il s'entoura de personnes avisées, savait écouter. Il grandit sans hâte, mais sans pause. À 30 ans, il avait un nom. Il ne cherchait pas la gloire, mais elle vint. Ses associés le respectaient, ses employés l'appréciaient. Il était jeune, mais personne ne le traitait comme un novice. Il l'avait gagné par le travail. Pas d'héritage, pas de parrain, rien de donné. Tout était le fruit de sa discipline et d'une détermination discrète. Quand il avait commencé à me chercher, c'était par besoin émotionnel. Mais en me trouvant, il comprit que ce n'était pas qu'une histoire personnelle. Sa vie, bien qu'entourée par d'autres, venait de moi, de ma décision de ne pas avorter, de mon geste de le confier à d'autres pour lui offrir une chance. Il me le dit sans détour. Il était qui il était aussi grâce à moi, même si je ne l'avais pas élevé. Et c'était pourquoi il voulait me rendre quelque chose, même si ce n'était qu'un endroit où dormir, de la nourriture chaude et le droit de respirer tranquillement. Je ne savais que répondre. Je ne me sentais pas digne de tant. Je lui dis que je ne voulais pas qu'il se sente redevable.
Il secoua la tête. « Ce n'était pas une dette, dit-il. C'était un lien. Et les liens ne se négocient pas, ils s'honorent. » Nous parlâmes jusqu'à ce que l'après-midi devienne nuit. Nous commandâmes le dîner dans la chambre. Il demanda 2 places simples, d'une voix calme. Il ne me faisait pas sentir comme une invitée, mais comme une mère. Pour la première fois depuis longtemps, je mangeais sans hâte, sans calculer mentalement les dépenses. Je mangeais comme si j'en avais le droit, parce qu'il me regardait comme si je l'avais. Quand nous eûmes fini, il me proposa de me raccompagner à ma chambre. Nous marchâmes en silence dans le couloir. Avant de partir, il prit ma main. Il me dit que ce qui venait serait différent, que je n'aurais plus à retourner sur ce banc, qu'il ne m'obligerait à rien, mais qu'il était décidé à rester près de moi. Je serrai sa main. Je n'avais pas de mots. Je ressentais juste quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, du calme. Je m'endormis cette nuit-là sans peur, sans sursaut, sans cette pensée sombre qui me poursuivait depuis que j'avais perdu le contrôle de ma vie. Je sentis qu'une blessure s'était refermée, et bien que l'avenir restât incertain, je n'étais plus seule. Je me réveillais tôt, avant l'aube, sans angoisse ni sursaut. Pour la première fois depuis des années, mon dos ne me faisait pas mal au lever. Le lit était confortable, oui, mais ce n'était pas tout. J'avais dormi en paix, et pour moi, c'était nouveau. Je restais un moment assise au bord du lit, les mains sur les genoux, savourant le silence sans crainte. Dehors, la ville s'éveillait à peine. Les rues étaient encore sombres, les sons doux, presque lointains. On aurait dit que le monde m'accordait une trêve. Je pris une douche sans me presser. Le eau chaude m'enveloppa comme une étreinte sur mon corps las. Je m'habillai avec des vêtements neufs, soigneusement pliés sur une chaise. Tout m'allait parfaitement. Rien ne serrait, rien ne flottait. C'était la première fois depuis des années que je portais des vêtements qui n'étaient pas de seconde main, et pourtant, je sentais que je ne les méritais pas. Je descendis, mais une réceptionniste me sourit et m'accompagna à une table près de la fenêtre, comme si ma présence était naturelle, comme si j'avais ma place. Le petit déjeuner était un festin. Café fraîchement moulu, pain tiède, beurre, fruits frais, œufs cuits à point. Je mangeais lentement, observant les allées et venues des clients. Aucun ne connaissait mon histoire. Aucun n'aurait pu imaginer que 2 nuits plus tôt, je dormais sur un banc, un sac déchiré à mes pieds. Aucun ne savait que mes enfants m'avaient fermé leurs portes, que je n'avais nulle part où aller, que je me sentais rejetée. Après le petit déjeuner, je remontai dans ma chambre. Je ne savais que faire. Je n'avais ni projet, ni agenda, et pour la première fois, cela ne m'angoissait pas. Je m'assis dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant la ville s'éveiller. Je pensais à Alexis, à son visage, à sa manière de me parler avec respect. Il ne me traitait ni comme un fardeau, ni comme une victime, ni comme quelqu'un à sauver. Il me traitait comme si j'avais de l'importance. Vers la mi-journée, on frappa à la porte. C'était lui. Il entra avec une chemise à la main et une expression sereine. Il me dit qu'il voulait me montrer quelque chose. Nous nous assîmes ensemble, et il ouvrit des documents, des plans, des photos, des propriétés, des appartements, des petites maisons, des options pour que je puisse vivre tranquillement. Il m'expliqua qu'il voulait m'offrir un chez-moi, pas comme une aumône, pas comme une charité, mais comme un merci. Il dit qu'il savait que j'avais vécu pour les autres, que j'avais donné mon corps, mon âme, mes années, et qu'il était temps que quelqu'un pense à moi. Je me sentis submergée. Je refermai la chemise et lui demandai d'attendre. Je lui dis que j'avais quelque chose à lui confier, quelque chose qui me pesait depuis 2 jours, que je ne voulais pas laisser en silence entre nous. Je lui demandai de m'écouter patiemment. Je lui racontai qu'à 18 ans, quand j'avais appris que j'étais enceinte, le père avait disparu dès qu'il l'avait su. Mes parents m'avaient tourné le dos. Je travaillais comme femme de ménage, gagnant à peine de quoi manger. Je dormais sur un matelas chez une tante qui me regardait avec mépris. Je n'avais rien pour acheter des couches, aucun soutien, aucun courage. Alors, j'avais décidé de le donner.
Pas parce que je ne l'aimais pas. Je l'avais aimé dès la première seconde. Mais j'avais peur de détruire sa vie en ne sachant pas la sauver. Je lui dis qu'après l'avoir laissée, j'avais pleuré des semaines entières, que chaque bébé vit me serrer la poitrine, que chaque anniversaire, même sans connaître la date exacte, j'allumais une bougie et demandais pardon en silence. Chaque Noël, je l'imaginais dans une autre maison, attendant un cadeau que je ne pouvais lui offrir. Pas un jour sans que je pense à lui. Je lui demandais pardon, pas une fois, mais plusieurs. Je n'attendais pas qu'il comprenne. Je voulais juste qu'il sache toute la vérité, que ma décision était lâche, oui, mais aussi désespérée, qu'il me pardonne ou non, je devais le dire. Alors, les yeux brillants mais sans larmes, il prit ma main, il me dit qu'il m'avait déjà pardonné, qu'il n'y avait rien à pardonner, que chaque mot que je prononçais ne faisait que confirmer que j'étais une femme courageuse, qui avait fait ce qu'elle pensait juste, qui avait été généreuse, qui avait sauvé sa vie en le donnant, même au prix de briser la mienne. Il m'enlaça à nouveau, et dans cette étreinte, je compris qu'un lien nouveau naissait entre nous, que nous n'étions plus seulement le passé, pas seulement mère et fils par le sang, mais par choix. Nous pouvions commencer maintenant. Je pleurais encore, pas de douleur cette fois, de soulagement. Il me proposa de choisir un logement, un espace à moi où vivre en paix. J'hésitais. J'avais honte d'accepter. Je me sentais petite face à tant. Mais il insista. Il dit que c'était sa manière de me remercier pour la vie, qu'il ne pouvait me rendre les années, mais qu'il pouvait m'offrir un présent digne. Et moi, le cœur tremblant, j'acceptais, parce que je n'avais plus peur. Parce que pour la première fois, quelqu'un me disait que j'avais de la valeur. Les nouvelles se répandirent vite, non parce que je les avais cherchées, mais parce qu'Alexis n'était pas un inconnu. Mon fils, ce bébé que j'avais laissé tant d'années auparavant, cet homme qui m'avait trouvé endormi sur un banc et amené dans un hôtel, n'était pas seulement prospère. Il était connu. Il donnait des interviews, apparaissait dans les médias, figurait dans des magazines. Son visage était passé à la télévision, dans des émissions économiques que je n'avais jamais regardées, car elles me semblaient appartenir à un monde qui n'était pas le mien. Mais cette fois, ce monde m'appartenait, car il était là, face à une caméra. Il dit qu'il avait récemment retrouvé sa mère biologique, qu'il l'avait cherchée pendant des années, que son histoire l'avait profondément ému. Il parla d'une femme forte, travailleuse, oubliée par ceux qui auraient dû la protéger, et qu'il ne le permettrait plus. Il ne donna pas mon nom, mais ce n'était pas nécessaire. Il usa de phrases que seuls ceux qui me connaissaient pouvaient reconnaître, évoquant le banc, l'abandon, les retrouvailles. Je ne vis pas l'émission. Ce fut Alina, une ancienne voisine, avec qui j'avais perdu contact, qui m'appela en premier. Puis une amie d'enfance, et enfin ma fille. Elle, celle qui avait laissé son mari changer la serrure, celle qui n'avait pas ouvert la porte quand j'étais dehors, m'appela le soir, la voix tremblante. Elle me demanda si c'était vrai, si cet entrepreneur dont on parlait était mon fils, s'il m'avait retrouvé, s'il m'avait pardonné, s'il m'avait donné tout ce que j'avais maintenant. Je ne sus que répondre. Je respirai profondément et dis simplement oui. Elle ne cria pas, ne pleura pas, ne s'excusa pas. Elle dit qu'elle voulait me voir, parler, que tout était un malentendu, que son mari avait agi seul, qu'elle n'avait rien pu faire, qu'elle me manquait, que les enfants me manquaient. Puis ce fut mon fils cadet. Il appela la même semaine. Son ton était différent, plus sec, plus retenu, mais l'intention était la même. Il voulait savoir si c'était vrai, si je vivais dans un nouvel appartement, si cet homme était vraiment mon fils, s'il avait de l'argent, si j'avais besoin de quelque chose. Au fond, je ressentis une amertume, non parce qu'ils appelaient, mais parce qu'ils ne l'avaient pas fait avant. Pas la nuit où j'avais dormi dehors, pas quand je leur avais demandé de l'aide, pas quand j'avais frappé à leur porte. Ils appelaient maintenant parce que j'étais avec quelqu'un de prospère, parce que j'étais passée à la télévision. Je leur répondis poliment, sans rancune, mais je n'avais plus l'urgence d'avant. Je n'avais plus besoin de leur approbation, de leur attention, de leur culpabilité. J'avais la paix, un lieu, de la nourriture, un lit, du silence. Je les invitais à prendre un café, mais cette fois chez moi, dans ma nouvelle maison.
Un appartement modeste mais magnifique, avec des meubles neufs et une cuisine spacieuse où je pouvais enfin cuisiner sans hâte. Quand ils arrivèrent, mes petits-enfants entrèrent en courant, m'enlacèrent comme si rien n'avait changé, comme si tout était comme avant. Et peut-être, dans leur cœur d'enfant, c'était le cas. Je m'assis avec eux par terre, leur montrai des livres neufs, leur offris des biscuits, et pendant un instant, je me sentis encore grand-mère, même par intermittence. Mes enfants arrivèrent ensuite, le regard coupable, les mots prudents. Ils m'enlacèrent, dirent qu'ils étaient heureux pour moi, qu'ils savaient que j'avais toujours été une bonne mère, que tout ce que j'avais fait était pour eux. J'acquiesçais. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Je ne leur reprochais rien, ne les repoussais pas, mais je ne les enlaçais pas non plus avec l'ardeur d'avant. Je n'étais plus la mère oubliée qui quémandait une place. J'étais une femme chez elle, les fenêtres ouvertes, une nouvelle histoire entre les mains. Après cette rencontre, ils ne revinrent pas souvent. Ils se manifestaient de temps en temps, un appel, un message, mais je ne ressentais plus ce vide au ventre quand ils ne le faisaient pas. Je ne me réveillais plus la nuit en attendant leur attention, car quelque chose avait changé. Maintenant, ils me respectaient. Ils savaient que je ne dépendais plus d'eux, qu'ils ne pouvaient plus se débarrasser de moi comme d'un vieux manteau. Et surtout, ils savaient que j'avais quelqu'un d'autre, un fils qui ne les remplaçait pas, mais qui était venu me rappeler que j'avais de la valeur, que quelqu'un me voyait, me comprenait. Parfois, je sortais marcher avec Alexis. D'autres fois, il passait à la maison et nous cuisinions ensemble. Il avait une manière de se mouvoir dans la cuisine qui me rappelait moi. Plus jeune. Il observait tout, ordonné, patient, et quand il me servait un café, il le faisait comme à une reine. Nous ne parlions pas tous les jours, nous n'étions pas une famille parfaite, mais il y avait entre nous quelque chose de réel, d'indéniable, une sorte de pacte silencieux. Ne pas abandonner, ne pas se taire, dire par des gestes que malgré la dureté du monde, il restait de la tendresse, et cela suffisait pour repartir de zéro. Je retournai une dernière fois à l'hôtel où j'avais séjourné les premiers jours. Ce n'était pas comme au début, quand je ne savais ni où j'étais, ni pourquoi, quand tout me semblait emprunté, et que je marchais sur la pointe des pieds. J'étais accompagnée d'Alexis, mon fils, et nous savions tous deux que c'était la fin d'une étape, une belle étape qui m'avait offert du repos, mais il était temps de passer à autre chose. D'avoir un chez moi, avec des clés dans ma poche, des tasses choisies par moi, des serviettes que je pourrais laver moi-même, une maison où m'asseoir près de la fenêtre sans craindre d'être chassée. Ce jour-là, il m'emmena voir l'appartement. Ce n'était pas le plus grand ni le plus cher, mais il était parfait. 2 chambres, une cuisine lumineuse, un salon spacieux avec une fenêtre donnant sur un parc arboré. Tout était fraîchement peint. Les murs sentaient le neuf, mais le lieu avait déjà une âme. Alexis l'avait meublé avec un goût simple, sans ostentation, mais avec des détails pleins d'attention. Il y avait un tapis bleu qu'il avait choisi parce qu'il lui évoquait la mer, une mer que je n'avais jamais vue, mais que je sentais désormais proche. Sur la table de la salle à manger, une lettre manuscrite m'attendait. C'était de lui. Il écrivait qu'il espérait que cet endroit me rende heureuse, que chaque coin de cet appartement symbolisait ce qu'il ressentait pour moi. Gratitude, respect, affection. Il disait qu'il ne cherchait pas à compenser le passé, mais à construire quelque chose de nouveau avec moi, qu'il ne me devait rien, mais qu'il voulait m'offrir tout ce qu'il pouvait. Je ne pus lire ces lignes sans pleurer. Je les lus encore et encore, comme si je ne pouvais croire que quelqu'un s'adressait à moi avec tant d'amour et de clarté. Je les rangeais dans le tiroir de ma table de chevet. Parfois, je les relis encore. Le premier jour seul dans l'appartement fut étrange. Je n'avais pas à demander si je pouvais ouvrir la fenêtre ou utiliser la cuisine. Je n'avais pas à allumer la lumière en craignant de déranger. Tout m'appartenait. Le silence m'appartenait, l'espace m'appartenait. Je pouvais laisser mes chaussures à l'entrée sans que personne ne les déplace. Je pouvais dormir la porte ouverte, laisser la télévision allumée sans justification. C'était déroutant au début, mais peu à peu, cela devint familier, comme un manteau qu'on retrouve après des années et qui nous va encore.
Alexis venait souvent, pas tous les jours, mais régulièrement. Parfois, il apportait des fleurs, une corbeille de fruits, un livre, quelque chose de simple, mais chargé d'intention. Une après-midi, il apporta une cafetière neuve, disant qu'il était temps que je boive un bon café. Pas cette eau fade que je préparais dans mon vieux thermos. Je ris, et depuis ce jour, mon café eut un autre goût. Je commençai à organiser mes affaires avec soin. Je mis des photos dans des cadres, certaines anciennes, d'autres récentes. Je nettoyais les placards, pliais chaque vêtement avec patience, décorais petit à petit, pas avec des objets coûteux, mais avec des souvenirs. Je brodais des rideaux, achetais une lampe à lumière chaude, accrochais un miroir dans le couloir. Pour la première fois depuis des décennies, je faisais tout cela sans mal de dos, sans hâte, sans ce nœud à la gorge de celle qui sait que rien ne lui appartient vraiment. Avec le temps, je commençais à apprécier les petites choses. Cuisiner pour moi, marcher seul dans le parc, m'asseoir sur la terrasse avec une couverture, regarder un film sans me lever 1000 fois. Je réalisais que je n'avais pas besoin de grandes choses pour être heureuse. Juste me sentir en sécurité, savoir que je n'étais de passage dans la vie de personne. Une après-midi, Alexis m'emmena visiter son bureau. Il me présenta comme sa mère, pas comme une femme qu'il aide, pas comme une histoire triste, pas comme une figure qui inspire la pitié. Il me présenta avec fierté. Je vis comment ses collègues le respectaient, comment qu'ils me regardaient avec surprise, comme s'ils avaient entendu parler de moi, mais ne m'imaginaient pas ainsi. Peu m'importait. J'étais comblée. Je l'observais se déplacer entre les bureaux, parler au téléphone, donner des instructions. Et moi, dans un coin, je compris que cet homme était sorti de moi, que d'une certaine manière, ma force, ma ténacité, ma façon de résister s'était transmise à lui. Ce jour-là, en rentrant, il me dit quelque chose que je n'oublierai pas. Il voulait que je sache que je n'étais plus jamais seule, que si je me sentais perdue, fatiguée, effrayée, je ne devais pas me taire, qu'il était là, que je n'avais pas à gagner son affection, que je n'avais pas à craindre de demander, que pour lui j'étais suffisante simplement en existant. Je pleurais, car je n'étais pas habituée à entendre cela, car toute ma vie j'avais senti que je devais prouver ma valeur, comme mère, comme femme, comme travailleuse, toujours à donner, toujours à performer, et maintenant, juste pour être en vie, on m'aimait, on prenait soin de moi, on me choisissait. Cette nuit-là, je dormis, la fenêtre ouverte, écoutant les bruits du quartier. Rien de tout cela ne m'inquiéta. J'étais chez moi, dans ma maison, et pour la première fois, je compris que je n'avais plus à survivre. Désormais, je pouvais vivre. Plusieurs semaines passèrent depuis que j'emménageais dans mon nouvel appartement. Des jours simples, doux, comme une couverture chaude en hiver. Des jours qui m'étaient autrefois étrangers. Je me levais tôt par habitude, mais sans anxiété. Je préparais mon petit déjeuner, rangeais lentement, parcourais la maison avec le sentiment d'être au bon endroit. Je n'avais pas à m'inquiéter de la facture d'électricité ou de libérer la salle de bain. J'avais mes horaires, mon rythme. Je me sentais légère, comme si chaque objet était là par choix, non par obligation. Les dimanches devinrent spéciaux. Alexis me rendait visite. Il apportait toujours quelque chose, du pain frais, des fleurs aux couleurs douces, un roman qu'il pensait que j'aimerais. Nous mangions ensemble, parlions sans hâte. Parfois, je cuisinais. Il aimait préparer des plats appris lors de ses voyages. J'adorais le voir s'activer dans ma cuisine comme si c'était la sienne. Cela me faisait me sentir accompagnée sans être envahie. Il savait quand se taire, quand poser une question, quand simplement être là. Un dimanche après-midi, il me dit qu'il voulait inviter mes autres enfants à dîner, qu'il pensait qu'il était temps de refermer des blessures, de parler comme une famille. Il me regarda avec prudence, comme s'il craignait de me blesser. Je lui dis oui, que je ne gardais plus de rancune, que je voulais juste que les choses soient en paix. Je n'avais pas besoin d'explications, juste de présence. Nous préparâmes le dîner ensemble, dressâmes la table avec soin, achetâmes une bouteille de vin. Je cuisinais mes plats préférés,
du riz aux légumes, du poulet au four, une tarte aux pommes. À 20 heures précises, la sonnette retentit. Ma fille entra la première, tenant ses enfants par la main. Elle m'enlaça sans un mot. Elle semblait mal à l'aise, mais pas distante. Les enfants coururent vers la cuisine, ravis d'aider avec les serviettes, heureux tous d'être dans une maison qui sentait la cuisine maison. Puis mon fils cadet arriva avec sa compagne. Il fut plus froid, mais respectueux. Il me salua d'un baiser sur la joue, dit que l'appartement était joli. Je souris sans effort. Le dîner fut calme. Nous parlâmes du temps, de l'école, de films. Personne n'évoqua le passé, cette nuit où il m'avait laissé seul. Ce n'était pas nécessaire. Le silence avait son propre langage, et je n'avais plus besoin de plus que cela. Qu'il soit là, qu'il me regarde dans les yeux, qu'il voie que j'étais encore vivante, encore leur mère. Alexis fut le pont invisible entre nous tous. Il ne força rien, ne s'imposa pas, mais sa présence ordonnait l'atmosphère, comme si chacun comprenait qu'il m'avait soutenue quand les autres n'avaient pas pu, comme s'il leur rappelait que j'étais plus qu'une silhouette en arrière-plan, que j'étais une femme, une personne, avec une histoire, un nom, des blessures. À la fin de la soirée, ma fille m'aida à laver la vaisselle. Elle me confia qu'elle pensait reprendre ses études, travailler, qu'elle ne se sentait plus à l'aise à dépendre de son mari. Elle me parla de petites choses qu'elle ne partageait pas avant. Je l'écoutais, non comme une mère qui conseille, mais comme une femme qui sait ce que coûte de se relever quand la vie pousse vers le bas. Elle me dit qu'elle m'admirait, qu'elle avait réalisé tout ce que j'avais fait pour eux, qu'elle ne l'avait pas vu avant, mais maintenant oui. Je l'enlaçai, non pour ce qu'elle disait, mais pour ce qu'elle taisait. Mon fils cadet me demanda si j'avais besoin de quelque chose. Je répondis que non, que j'allais bien, merci. Ce n'était pas un merci amer, c'était sincère. Parce que pour la première fois, c'était vrai. J'allais bien. Quand ils partirent, la maison retrouva son silence. Alexis m'aida à ranger les restes, me dit que c'était une belle soirée, que parfois les familles ont besoin de se défaire pour trouver de nouvelles façons de s'aimer. J'acquiesçais, non avec tristesse, mais avec compréhension. Cette nuit-là, en éteignant les lumières et en me glissant dans mon lit, je repensais à tout ce que j'avais vécu, au vide, aux fissures, au silence qui m'avait autrefois fait mal. Je sentis qu'il se refermait peu à peu, non par oubli, mais par reconnaissance. Je m'endormis avec l'impression d'avoir enfin quelque chose qui ressemblait à une famille, imparfaite, inconstante, mais réelle. Et à mon âge, c'était un miracle. Parfois, je me réveille avant l'aube, vieille habitude de celle qui a vécu des années au bord du gouffre. Je me lève en silence, prépare du café avec la cafetière qu'Alexis m'a offerte et m'assois près de la fenêtre, enveloppée dans une couverture. Je n'ai pas à préparer de petites déjeuners pour une famille qui ne m'écoute pas, ni à sortir nettoyer des maisons où l'on me regardait comme si je n'avais pas de nom. Mes matins m'appartiennent désormais. Ma maison sent ce que je cuisine. Mes chaussures restent où je les pose. Personne ne crie, personne ne me presse, personne ne m'efface. Parfois, je pense que ma vie d'avant était un rêve, un long cauchemar gris. Mais il suffit de regarder mes mains pour me souvenir de tout ce qu'elles ont supporté, nettoyé, porté, soutenu. Et maintenant, dans cette quiétude qui m'était jadis étrangère, mes mains reposent. Alexis vient chaque semaine. Parfois, il s'assoit pour lire pendant que je brode. D'autres fois, nous cuisinons ensemble. Certaines après-midi, nous marchons dans le parc. Nous ne parlons pas beaucoup du passé, ce n'est pas nécessaire. Il est là, dans sa façon de veiller sur moi, de m'écouter, de me laisser être. C'est mon fils, oui, mais c'est aussi le premier être humain qui m'a regardée comme une femme, une personne, sans exiger que je sois forte en permanence. La lettre qu'il m'a laissée avec l'appartement est toujours dans le tiroir de ma table de chevet. Je la lis parfois, d'autres fois, savoir cela suffit. C'est une encre de papier, une preuve écrite que même quand je pensais n'avoir plus personne, quelqu'un m'a cherché, m'a vu, m'a choisi. Mes autres enfants me rendent visite de temps en temps. Pas comme
avant, pas avec cette obligation froide, teintée de culpabilité. Ils viennent avec une autre attitude, peut-être parce qu'ils savent que je ne suis plus manipulable, que je peux être bien sans eux, ou peut-être parce que eux aussi guérissent quelque chose en eux. Je n'attends plus rien d'eux, et ainsi, chaque petit geste, je le reçois sans poids. Un message, une visite brève, une photo de mes petits-enfants. Ce qui vient, je l'accepte, mais je ne m'agenouille plus. Je ne m'explique pas, je ne me justifie pas. Récemment, je suis repassée à la télévision, pas comme une anecdote curieuse, mais dans un reportage sur les femmes âgées qui retrouvent leur autonomie. On m'a interviewée chez moi, j'ai parlé calmement, sans exagérer. J'ai dit la vérité, sans drame. J'ai travaillé toute ma vie, élevé mes enfants seuls, été chassée de chez moi, dormi sur un banc, puis le fils que j'avais donné en adoption m'a retrouvé et m'a tendu la main, non comme un héros, mais comme un fils qui voulait connaître sa mère. J'ai parlé de dignité, de combien il est difficile de la préserver quand le monde vous pousse au silence. Après l'émission, beaucoup de femmes m'ont écrit. Certaines partageaient des histoires similaires, d'autres me remerciaient simplement d'avoir parlé. L'une d'elles m'a dit que pour la première fois, elle s'était sentie visible. J'ai pleuré à ce message, car pendant des années, c'était ce qui faisait le plus mal. N'avoir personne à qui raconter ce que je vivais. Aujourd'hui, il ne me manque rien. Pas parce que j'ai du luxe. Je n'ai ni bijoux, ni voiture, ni voyage, mais j'ai de l'espace, du respect, une voix. Je peux ouvrir ma porte avec mes propres clés. Je peux dire non. Je peux pleurer sans me cacher. Je peux rire sans culpabilité. Parfois, le soir, je m'allonge et ferme les yeux, repensant à ce banc froid où j'ai dormi cette nuit-là, au froid qui me glaçait les os, à la tristesse de ne savoir où aller. Je me souviens du bruit du vent dans les arbres, de la douleur dans mes pieds, du silence chargé d'abandon. Puis je pense au lendemain, à mon réveil dans un lit propre, à ce fils que je ne connaissais pas et qui m'a appelé par mon nom. Le monde m'a appris beaucoup, mais il m'a donné quelque chose que peu ont, la chance de recommencer. Tard, oui, mais à temps. Et maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus une femme brisée. Je vois une mère qui a survécu, une femme qui a résisté, quelqu'un